Nouvel épisode d'Entrepode, et oui, on est de retour, et avant de conclure cette magnifique saison, eh bien, on va tout simplement revenir sur les derniers événements de ces mois derniers, nos dernières lectures, et surtout ce qui se trame durant Japan Expo. Alors, vous êtes prêts, prêtes? Parfait, parce que pour la dernière fois de la saison 2, on va dire 3, 2, 1, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Incroyable mais vrai, le voilà de retour après tant d'attente et d'absence. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. C'est une voix un peu familière que vous avez au bout de ce combiné, mais ô combien qui s'est fait rare sur les derniers mois. Et oui, ça y est, bonjour, bonjour, bonjour. Entrepods est de retour. Enfin, de retour, oui, non, si, Entrepods est de retour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça se voit que je ne sais pas comment démarrer cet épisode. C'est très triste. Non, pas triste. Bonjour. Alors, je fais cet épisode un peu à l'arrache. Je pense pas qu'il y aura forcément beaucoup de montage. Pour un peu faire le bilan de cette année, parce que vous l'avez vu, j'étais absent du mois de mai, juin, juillet, à peu près, en gros pendant 2 mois et quelques, pour différentes raisons, voilà. L'occasion de revenir, bien sûr, de revenir sur ces raisons d'absence. Promis, le podcast n'est pas terminé, je ne mets pas la clé sous le paillasson et je pars dans de nouvelles aventures. Non, Entrepods est bien trop important à mes yeux pour partir. Donc non, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui aussi, du coup, je me suis dit, on va refaire comme l'année dernière, et je crois que comme c'était en février, mars, je sais plus. On va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire revenir sur mes dernières lectures, mais aussi sur les vôtres. Car pour rappel, je vous ai proposé sur Instagram, pods, de me parler de vos lectures les plus récentes, celles qui vous ont marqué surtout, et voilà, ensemble d'aimer le manga, hein, comme dirait Didier Deschamps, en pleine coupe du monde. Alors, la question qui brûle toutes les lèvres, et surtout les miennes, c'est « Où étais-tu, Maxime ?» Il faut savoir actuellement que que je termine plutôt, un Master 2 dans le cadre de mes études. Et pour ce faire, j'ai eu ce qu'on appelle un mémoire. Et vous le savez, un mémoire, c'est une chose merveilleuse dont on parle pendant des mois, mais qu'on fait à la dernière minute. Et ce qui se passe, c'est que, fort de ces enseignements, parce que j'avais déjà fait un mémoire par le passé, eh bien, je me suis dit, et si Maxime, tu rédigeais un mémoire en 1 mois et demi? Et le problème, c'est que mon sujet est un peu large, et du coup, j'ai fait un total de 180 pages, ce qui m'a pris pas mal de temps. J'ai dû annuler des émissions, j'ai dû y reporter d'autres, et au final, Entrepods a été mis entre parenthèses. Voilà, donc ce qui explique mon absence la plus totale. Il y a eu des épisodes que je souhaitais faire et qui malheureusement, pour différentes raisons, n'ont pas pu être enregistrés, mais qui, je l'espère, auront lieu durant la saison 3. Donc, effectivement, un peu une période à vide, mais je me suis dit, en vrai, autant revenir avec beaucoup plus d'énergie que si je l'avais fait en plein milieu complètement désespéré, le Maxime, durant ce mémoire. Avec donc beaucoup plus d'énergie, et quitte à revenir avec beaucoup plus d'énergie, eh bien, autant faire un récap, un petit épisode d'au revoir pour cette saison 2 qui, au final, a eu quand même pas mal d'épisodes, 14 épisodes sans compter celui-là, avec des invités, mais incroyables.
on a eu des traducteurs, on a eu des auteuristes, on a eu des traducteuristes bien sûr, des auteuristes, on a eu des créateuristes de contenu, on a eu des journalistes, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et ça, c'était un vrai plaisir. Personne qui avait participé à ces épisodes, merci si vous écoutez cet épisode récap. Ça a été un moment vraiment incroyable cette saison. J'ai été extrêmement heureux de croiser votre chemin et j'espère, vous, auditeuristes, que ça vous a plu. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit l'année dernière, si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les transmettre, que ce soit par message privé ou en commentaire des épisodes. Moi, je suis toujours très curieux et demandeur de retour parce que c'est très important de proposer toujours un contenu de qualité et surtout en accord avec les attentes de tout le monde, que ce soit les vôtres ou les miennes. Donc n'hésitez pas à faire des retours. Mais donc effectivement, beaucoup d'épisodes, un peu moins que la saison 1. Mais voilà, je souhaitais plutôt proposer de la qualité, quitte à prendre un peu de temps, quitte à faire cette petite pause, voilà. Mais ça m'a permis d'investir un peu dans ce podcast. C'est pour ça que normalement cet épisode va sortir mercredi. Mercredi 8 juillet. Et qu'est-ce qu'il y a du 9 au 12 juillet? Il y a la Japan Expo. C'est pour ça, si vous écoutez cet épisode le mercredi de sa sortie, le jeudi, le vendredi, voire le samedi, voire le dimanche, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer à nouveau un petit message. Pourquoi? Car j'ai acheté de nouveaux micros. euh, Sachant que j'en avais d'anciens mais qui étaient un peu datés, hein, on va pas se le cacher. Là j'ai investi dans de jolis petits micros. Donc si vous souhaitez passer par le micro d'Entrepeuse pour raconter votre journée à Japan, pour raconter votre passion pour le manga, pour raconter un hobby, peut-être que vous faites de la maquette, peut-être que vous faites du cosplay, peut-être que vous êtes juste festivalier et c'est déjà super, eh bien moi je serais super content de recevoir vos retours, vos expériences, puisque là j'ai rencontré déjà quelques personnes et c'est toujours mieux d'avoir encore plus de personnes. Voilà. Bref, la pause, pas du tout la pause, la pub est faite, pour rappel. Donc, moins d'épisodes, mais plus de qualité, un nouveau micro, Japan Expo, et tout le monde est content. Et c'est vrai aussi, une des raisons de mon absence, c'est que j'ai déménagé. Et ça aussi a pris du temps. Bref, on n'est pas là pour discuter. Puisque cet épisode, même si j'étais là pour faire le bilan, et à nouveau vous remercier pour votre fidélité, parce que vous êtes incroyable. Vraiment, chaque épisode, je vais dire on recrute, mais c'est pas le bon mot. On rassemble de nouvelles personnes. Eh bien, vraiment, vous êtes là et ça me fait toujours plaisir. Mais aussi, je tenais à vous parler de manga. Et oui, parce que, mais au final, ce podcast, c'est aussi du manga, hein. On n'est pas là pour parler couture, on n'est pas là pour parler football, on est là pour parler manga. Et durant cette petite période d'absence, malgré le mémoire, j'ai eu le temps de découvrir quelques petites pépites dont je souhaitais vous parler. Et j'aimerais tout de suite commencer avec un coup de cœur réel, une bouffée d'air frais, mais aussi une claque. Ce manga, pour l'instant, il n'y a que 4 tomes disponibles chez Kurokawa. J'ai lu les 3 premiers. On va parler Pulp, on va parler Dark Fantasy, on va parler Centuria. Vous savez mon amour pour la Dark Fantasy. Alors, pas la Dark Fantasy vénère, mais parce que Berserk, par exemple, pour le citer, ne fait pas réellement partie de mes coups de cœur, mais il y a d'autres propositions qui m'ont vraiment régalé. Je pense à Bugle Call, par exemple. Eh bien, Centuria est clairement dans cette veine. Qu'est-ce que ça raconte, Centuria? Centuria, c'est l'histoire d'un jeune homme, Julian, qui arrive à se glisser dans un bateau qui s'avérera être une frette pour transporter des esclaves d'un continent à l'autre. Et foutu pour foutu, il se fait démasquer. Et dès lors, ils sont 101 sur ce bateau. Enfin, il y a 101 esclaves plus l'équipage d'esclavagistes.
Et sur ces eaux troubles, l'équipage ne veut partager la nourriture et donc décide de diviser encore plus la nourriture pour que tout le monde crève de faim finalement, bref. Et Juliane, qui a 17 ans de souvenir, va se lier d'amitié avec les autres esclaves, notamment une jeune femme qui s'avérera être enceinte. Et un jour, le bateau va naviguer dans des eaux un peu sombres, dans lesquelles se trouve une sorte de dieu poulpe très bizarre, et qui va décimer l'entièreté du navire. Et pour espérer survivre, Juliane va décider de passer un pacte. Je rush l'histoire, bien évidemment. Juliane va décider de passer un pacte avec ce dieu qui lui promet l'éternité en échange de 100 vies. Et durant ces 100 vies vont lui permettre de développer la force de 100 personnes. Et vous l'aurez compris, parmi ces 100 personnes, il y a cette jeune femme enceinte qui va décider de s'ouvrir le ventre, littéralement, et donc de se sacrifier pour laisser son enfant à Juliane, qui va devenir un peu son père adoptif. Ce que Juliane va donc arriver au final, tant bien que mal, sur le rivage, après que le bateau, avec l'équipage et les esclaves complètement bah, morts, il va arriver sur ce rivage, va rencontrer des gens, va découvrir qu'il y a une sorte de royaume, sauf que eh bien, l'enfant qu'il protège peut-être s'avérera être celui qui va couler, sans mauvais jeu de mots, ce dit royaume. La description est un peu, un peu galère, mais Centuria, c'est clairement ce renouveau de la dark fantasy qu'on avait retrouvé avec Bugle Call. On n'est pas sur le classique, bien évidemment, qui va faire parler de lui dans 100 ans, mais c'est ce genre de première œuvre de Toru Kiramori, pardon, putain, décidément. C'est clairement ses premières tentatives qui réussissent, qui proposent déjà un spectacle visuellement assez époustouflant. Je trouve que le dessin est mal maîtrisé, mais en termes d'action, euh, on s'y retrouve. J'en avais déjà parlé dans ce podcast, il me semble déjà pour un ancien épisode de recommandation, mais il me tenait à cœur d'en reparler. Mais effectivement, l'action est superbement bien mise en scène, les expressions sont très bien réalisées. Il y a peut-être un problème général de dessin en termes de proportions, les mains sont énormes, mais je trouve que les émotions qu'arrive à faire passer l'auteur à travers son trait, mais en fait arrivent très largement à remplacer tous les défauts qu'on pouvait voir avec cette œuvre. Et c'est pour ça, vraiment, en 4 tomes pour l'instant, mais une série qui va continuer, que je vous la recommande parce que, ben merde, c'est bien, c'est le marché aujourd'hui du manga a du mal à se renouveler, notamment en termes de propositions. Le seinen arrive petit à petit à faire une percée, mais on est encore loin de de la diversité éditoriale qu'on souhaiterait par rapport à des œuvres shonen qui sont pléthores aujourd'hui. Et c'est pour ça, je vous le recommande. Toujours en parlant de seinen, cette fois-ci chez Kazé, feu Crunchyroll, feu Kazé. J'adore cette blague. Vous en avez certainement entendu parler. C'est sorti en mars ou avril, je ne sais plus. C'est un manga de Yusuke Otori qui s'appelle Mad. Aujourd'hui en 2 tomes, qui connaîtra son 3e tome en août. Et effectivement, Mad, c'est ouais, allez, je vais dire la phrase de connard, mais c'est le digne successeur de Chainsaw Man. Pourquoi je dis ça? Déjà d'un point de vue esthétique, on a clairement un dessin qui s'en rapproche. On voit clairement que, en termes de comparaison, je pense que Mad s'inspire très clairement de Fire Punch. Ça m'étonnerait pas que le mangaka soit un ancien assistant de comment il s'appelle, de l'auteur de Chainsaw Man. Mais bref, qu'est-ce que ça raconte, Mad? Mad, c'est un manga cette fois-ci qui n'est pas du tout de la fantasy mais de la SF.
des météorites se sont crashés sur Terre. Dans ces météorites se trouvaient des sortes d'aliens qui ressemblent énormément aux aliens du film éponyme. L'humanité essaie de survivre tant bien que mal. Ils se parquent tous dans des abris de fortune et on suit un groupe de survivants qui va essayer de trouver un abri. Ce groupe de survivants va en trouver un, mais peut-être que sur le chemin, il va se passer quelques problèmes. Et voilà, je n'irai pas plus loin dans cette description, parce que c'est un manga qui s'apprécie justement qu'on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Mais là où je commence à avoir de plus en plus de mal avec Chainsaw Man, notamment pour une narration assez fouillie, avec trop d'éléments, voilà. Mad est un véritable page-turner dans le sens où il n'y a pas énormément de dialogue. C'est des images, de la même manière que Chainsaw Man ou Fire Punch, des images très cinématographiques, des cases réfléchies, un peu comme un storyboard. Et c'est très grand, c'est très très grand. On a des personnages qui ne sont ni bons, qui ne sont ni méchants. On te présente des personnages, tu penses qu'ils sont méchants, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est les gentils. En termes d'échelle de puissance aussi, tu comprends très clairement que les aliens sont les véritables dangers, mais peut-être que parmi l'humanité se cachent des bêtes encore plus puissantes, comme dans SNK. Et je trouve que Kazé a fait un excellent retour avec ce titre. Je ne sais pas s'il a tant bien marché que ça par rapport aux attentes de Kazé, mais en tout cas, c'est une belle découverte. Chaque tome a une version collector avec une feuille lenticulaire, c'est-à-dire avec des images qui apparaissent d'un côté ou de l'autre en fonction de votre position. Et c'est trop bien, c'est trop trop bien. Donc je vous le conseille. Pareil, ça se lit très vite, donc vous pouvez vous prendre les 2 premiers tomes et vous les lire en moins d'1 heure. Moins d'1 heure et tout ça, hein, et moins de sud, moins de est, moins de ouest. Non, moins d'1 heure, et c'est un véritable plaisir. Mais vu que je parle beaucoup, j'ai envie également de revenir sur les propositions que vous m'avez envoyées, sur Instagram. Et oui, pour rappel, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, je vous ai posé la question de qu'est-ce que vous avez lu de marquant ces derniers temps. Et pour ce faire, j'ai eu différentes réponses et je vais commencer le bal avec quelqu'un que vous connaissez certainement. Il officie sur Twitch, il officie sur TikTok. Bref, il est multitâche, c'est un véritable couteau suisse. Bien évidemment, je mettrai son arrobase sur tous les posts. Je parle bien du commandant qui recommande Ikigami Préavis de mort, un manga qu'il a lu il y a pas longtemps, manga en 10 tomes, disponible aux éditions Kazé, on reste chez Kazé. Et qu'est-ce que ça nous raconte Ikigami Préavis de mort? Eh bien, dans Ikigami, c'est une société dans le futur, il y a une loi qui a été prise, qui vise à ce que chaque enfant reçoive un vaccin. Et en gros, une injection sur 1000 contient une capsule qui se logera dans le cœur et qui explosera à une date et une heure définie entre les 18 et 24 ans de la personne concernée. 24 heures avant sa mort, cette personne recevra un préavis de décès, l'Ikigami, qui lui donnera un certain nombre de services privilégiés. Fujimoto, notre héros, est chargé de livrer l'Ikigami. Alors malheureusement, ce n'est pas un manga que j'ai lu, mais que je connais. Oh combien de personnes m'en ont parlé, qu'il faut que je lise. Et pour le coup, c'est un excellent manga d'anticipation. À l'époque, bien évidemment, il avait énormément fait parler de lui. Et on est déjà sur un manga au scénario extrêmement puissant. Je répète ce que me disent mes amis, bien évidemment, mais la fin est plutôt bien réussie, et dans le sens où le manga forcément comment dire, se concentre sur les penchants psychologiques humains, etc. Mais
de la même manière que Psycho Pass, on a un peu une introspection sur, bien évidemment, le droit de vie, le droit de mort, l'intérêt de toutes ces décisions et aussi de voir, eh bien, l'impartialité, on va dire, de la loi. Est-elle juste, et cetera. Bref, on est clairement sur un manga d'un point de vue philosophique qui questionne la moralité, etc. Et bien évidemment, je ne peux que vous rediriger vers le commandant, qui en parlera bien évidemment bien mieux que moi. Cependant, un argument assez simple, mais de la même manière que pour Mad, en fait, Ikigami, sous les traits de Masé Motoro Masé, pardon, en fait, un talent réel pour, pour les visages, pour l'expression, pour... les dessins ne vont pas être, on va dire, extrêmement riches en décor, en composition, mais il y a un travail enfin, oui, j'allais dire de l'encre, mais du gris. Il s'est extrêmement bien varié son éventail de noir, de gris et de blanc. En fait, chaque élément a son sens et raconte quelque chose qui fait que vraiment, durant votre lecture, pour les peu de pages que j'ai paginées, vous vous laissez emporter et c'est pas fatigant de découvrir chaque planche. D'ailleurs, Motoro Masé, décidément, a fait un autre manga, je m'en souviens plus. Je me souviens plus de l'autre, mais pareil, on était sur le même délire de société qui... il me semble que si les gens sont stressés, ils deviennent des flaques et on suit une agence qui a pour mission de nettoyer ces flaques. Peut-être que je dis n'importe quoi, c'est pas grave, mais en tout cas, je vous le conseille. Ce Ikigami Préavis de mort, à nouveau recommandé par le commandant. On est sur un tout autre sujet, puisque, vous le savez, je continue mon aventure dans la saga JoJo Bizarre Adventure, et je suis clairement à la meilleure partie. Clairement, tout fan de JoJo sera forcément d'accord avec moi. MDR. Je suis sur Stone Ocean. Stone Ocean, qui est pour l'instant ma partie préférée pour le coup. Qu'est-ce que ça raconte ? Vous le savez, JoJo Bizarre Adventure, c'est une saga qui nous raconte les aventures d'une famille, les Joestar, qui affrontent un ennemi, Dio Brando, et ses héritiers à travers différentes périodes de l'histoire. On a suivi les années 1800, on a suivi les années 1900, on est arrivé en Égypte, on est arrivé en Italie, et là, actuellement, on a fait aussi le Japon des années 80, bien évidemment, et dans Stone Ocean, on est dans les années 2011 aux États-Unis avec Joline. Joline, c'est la fille d'un personnage qui s'appelle Jotaro Kujo, un des précédents JoJo. Et cette jeune fille vient de se faire arrêter pour un meurtre qu'elle aurait commis en compagnie de son amoureux qui, lui, arrive à se défaire du jugement. Et donc, elle est enfermée dans une prison et son père va lui donner peut-être une pierre qui va lui donner des pouvoirs, la manifestation de sa volonté, de son esprit, ce qu'on appelle un stand. Et dans cette prison qui lui servira de logement, malheureusement, enfin bref, elle va aller en prison. Putain, j'arrive plus à parler. J'ai mis trop de temps à revenir, en fait, c'est ça le problème. Donc dans cette prison, en fait, elle va essayer de découvrir pourquoi elle a été emprisonnée à la place de son amant, et quand elle le saura, de se venger de cette personne. Et bon, JoJo étant JoJo, les enjeux vont devenir de plus en plus importants, sachant que de par sa faute, Joline va rencontrer des autres manières de stand, et Araki, pour citer le nom de l'auteur, est un dieu vivant. Je comprends les lecteurs de JoJo. C'est un auteur qui propose à chaque fois des histoires incroyablement écrites, mais dans Stone Ocean, je trouve qu'on est vraiment
au pinacle de son écriture. La partie 5 était assez répétitive, comme dans la partie 3, où on a un enchaînement de combats avec, on va dire, comme dans un donjon, on rencontre un nouvel adversaire à chaque fois. Eh bien là, on a vraiment une histoire, un fil, sans mauvais jeu de mots, un fil rouge qui va guider l'ensemble de l'histoire, et avec des dessins incroyables, une maîtrise de la mise en page, mais phénoménal, quoique un peu chargé. Quand même, un des défauts peut-être de Hariki, c'est de proposer des pages qui contiennent beaucoup d'éléments, et donc la lecture peut être un peu éprouvante. Voilà, mais est-ce qu'on va réellement s'en plaindre? Non, mais s'en plaindre non plus. Voilà, bref. Stone Ocean, c'est disponible aux éditions Delcourt Tonkam, et il me semble qu'il y a 17 épisodes. Tant qu'on parle d'une héroïne forte, autant parler bah, d'un roman et non pas d'un manga, ou plutôt d'un essai qui parle d'un sujet tout aussi important. Ça vient de Andy.Reco Manga Animé. Bien évidemment, de la même manière, je vous mettrai le hâte en description. Cet essai que Andy nous recommande justement, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes. Un essai incroyable que vous devez bien évidemment lire. Au début des années 2000, Virginie Despentes va chercher à critiquer la société patriarcale. C'est un appel à la révolution, c'est un appel à l'émancipation. Bonne nouvelle, si vous le souhaitez, ce triptyque est disponible en version poche. Et pour vous donner une idée générale de quoi parle King Kong Theory, je suis sur la page Wikipédia. Voici le propos qui définit pourquoi King Kong Theory. King Kong ici fonctionne comme la métaphore d'une sexualité d'avant la distinction des genres, telle qu'imposée politiquement autour de la fin du 19e siècle. King Kong ici fonctionne comme la métaphore d'une sexualité d'avant la distinction des genres, telle qu'imposée politiquement autour de la fin du 19e siècle. King Kong est au-delà de la femelle et au-delà du mâle. Il est à la charnière entre l'homme et l'animal, l'adulte et l'enfant, le bon et le méchant, le primitif et le civilisé, le blanc et le noir, hybride, avant l'obligation du binaire. Et effectivement, King Kong Theory est un essai écrit par Virginie Despentes qui cherche vraiment à déconstruire la binarité des genres, des identités que vous connaissez certainement, et donc critique effectivement la logique de domination patriarcale, et dès lors est un appel à la révolution et à l'émancipation nécessaire pour un monde nouveau, enfin une société beaucoup plus juste, sachant que Virginie Despentes, c'est une autrice qui a eu un passé très lourd. Elle a été travailleuse du sexe par le passé. Malheureusement, elle a été victime de VSS et a évolué dans un monde réellement dominé par la violence à nouveau sexiste et sexuelle. Dès lors, vraiment pour se faire une idée et comprendre comment un monde déconstruit serait possible, je ne peux que vous inviter à lire cet essai plus que à nouveau nécessaire. Et c'est pour ça, vraiment, merci Andy de parler de de cela, car à nouveau, c'est nécessaire. Dans un autre sujet, mais toujours pour parler de questions sociales, il me tenait à cœur de vous parler d'un manga, il me semble, dont j'ai pareil déjà parlé, mais je voulais revenir dessus parce que, ma foi, autant continuer. Promenons-nous dans l'espace, manga chez Glénat, manga de Inuiko Doronoda, est un manga qui traite d'un jeune homme qui n'a jamais eu beaucoup de succès en termes d'interaction sociale. C'est quelqu'un qui va plus ou moins se laisser embarquer par l'idée qu'il n'aura aucun avenir, etc., qu'il est incapable. Et
en fait, il va faire la rencontre d'un jeune homme, enfin d'un lycéen qui va rentrer dans sa classe et qui, pareil, en termes d'interaction sociale, n'a pas tous les codes, etc. Et en fait, le sous-texte derrière Promenons-nous dans l'espace, c'est que c'est un manga qui va parler eh bien, de neuroatypie, que ce soit l'autisme, que ce soit la dépression avec d'autres moments. Et je pense que c'est ce genre de manga, si vous avez un entourage qui est concerné par l'autisme, qui est concerné par les problèmes 10, qui est concerné par la dépression, qui peut être plus qu'intéressant à lire. On n'est pas à nouveau sur un manga visuellement, graphiquement extrêmement fort, mais la narration et bien évidemment le passé de l'auteur ou de l'autrice qui, je pense, a inspiré ce manga, eh bien, vraiment permet de vraiment aborder la question sans avoir un côté pas méprisant, mais ni miséricordieux. C'est assez neutre comme présentation. Et à nouveau, voilà, c'est une belle porte d'entrée pour comprendre eh bien, une condition qui fait qu'on ne voit pas le monde de la même manière, on n'interagit pas de la même façon. Et voilà, ça, vous-même, si vous vous posez des questions, ça peut répondre, ou en tout cas vous guider vers une autre compréhension. En tout cas, moi, ça m'a parlé, ça m'a permis d'identifier certaines choses, etc., sans bien évidemment faire un autodiagnostic. Voilà, je fais pas du tout le culte de le diag est nécessaire, etc., mais aussi, il faut intéressons-nous et faisons des recherches pour mieux comprendre cela et être au clair en tout cas avec nos conditions et nos sentiments. Toujours chez Glénat, un manga, je m'attendais pas du tout à apprécier la lecture et au final, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce poulet, c'est incroyable. Manga donc chez Glénat de Shina Shiku. Ce manga, c'est Regalia of the Underdog. 2 tomes sont sortis pour l'instant et j'ai adoré parce que on suit un petit fils de Bourges qui a toujours pensé être le meilleur, qui a eu les meilleurs profs, etc. Et un jour, il veut devenir le prochain roi. Sauf que il se fait poutrer mais par tout le monde. Et comprenant qu'en fait c'est une petite merde, eh bien il va décider d'abandonner son quotidien fait d'or et d'argent pour partir en quête de devenir réellement le plus fort. Et à nouveau, il n'a pas oublié ses habitudes, donc il continue à être un gros con, voilà, un gros con, une belle merde. Sauf que la vie va encore lui prouver que bah, tu peux tu peux être né avec une cuillère dans la bouche. En réalité, c'est pas ça qui te rend incroyable et dès lors, il va vraiment se faire poutrer par tout le monde, mais il va apprendre que, en fait, si tu veux être bon, faut être bon avec les autres. Voilà, et c'est beau la vie. C'est un manga en termes d'action qui est phénoménal, c'est très drôle. Forcément, vu qu'on suit une sorte de méchant ou d'anti-héros, on a extrêmement plaisir à voir ce petit con se faire poutrer. Et voilà, c'est marrant, c'est frais, ça se lit bien. La ceinture, on appelle ça le bandeau sur le manga dit que c'est un manga mis en avant, recommandé par l'auteur de My Hero Academia. Est-ce que c'est gage de qualité? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. Je suis en train de regarder ma pile et je vois qu'il y a énormément de jeunes. On a une DA jeune, ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. Voilà. Donc c'est disponible chez Glénat, sûrement un des prochains gros titres de la maison. Mais en parlant de Glénat, il y a un manga dont je voulais également parler, puisqu'il y a une actualité avec Japan Expo. Les auteurs de Blue Giant viennent enfin à Japan.
et ça va être trop bien. Et vous savez mon amour pour Blue Giant. Je suis encore en train de lire la première partie, mais on suit un gamin qui va découvrir une passion pour le saxophone et le jazz, et on suit l'ascension d'un des plus grands jazzmen que l'histoire ait connu. On est sur un manga qui forcément respecte énormément son héritage et les inspirations qu'il prend. C'est une ode à la passion. Je suis amoureux de ce titre. Et donc, j'ai très hâte de voir la conférence avec les auteurs, sachant que, voilà, c'est Blue Giant fait partie de ces mangas de niche, mais qui peut être fier de sa communauté. Et non, voilà, c'est trop bien. Ça m'a donné envie enfin, ça m'a donné envie de me remettre à la musique. Blue Giant, c'est trop bien. Lisez Blue Giant. Voilà, je peux que vous conseiller, sachant que la première partie de l'histoire, un peu comme les JoJo, bah, ici c'est en 10 tomes, ce qui est pas ouf. Enfin, c'est pas énorme. Ça vous fait une belle petite collection et après vous pouvez continuer, mais c'est pas nécessaire. C'est trop bien. Voilà. Donc, je ne peux que vous le conseiller, mais sur un sujet beaucoup plus chillax, bah, vous savez mon amour pour eh bien, She Wasn't a Guy. Et ça m'a fait énormément plaisir parce qu'il y a quelqu'un qui ne m'a pas recommandé She Wasn't a Guy, mais un manga qui clairement fait partie de cette nouvelle génération de mangas qui accepte le côté Yuri, eh bien, pour un grand public. Soup Lover nous conseille Love Bullet manga chez Vega. Ça a été la grosse surprise, le gros lancement de Vega suite à son rachat. Il me semble que c'est son rachat. Love Bullet, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous lire la description parce que malheureusement je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Les personnes mortes sans avoir connu l'amour par la déesse de l'amour sont réincarnées en Cupidon, incapables de vieillir ou de tomber amoureux. Kaoru est la toute nouvelle recrue qui, grâce à ses capacités d'observation et son instinct, va aider les humains à tomber amoureux. Et voilà, moi, en fait, je veux lire ce titre. J'attends qu'il y ait quelques titres, enfin quelques volumes en plus. Mais si vous voulez vous faire une idée, je ne peux que vous conseiller d'écouter l'épisode de la 5e de couve. Je n'ai plus le nom exact, mais c'était sur, en gros, l'action et l'amour, où on parlait également de... oh merde, putain, il s'appelle comment le manga ? Attendez, je regarde le nom dans ma collection. Bien sûr, Kindergarten Wars. Voilà. Donc, voilà. Je ne peux que vous le conseiller. C'est mignon, c'est marrant, c'est coloré. La DA tout en rouge est géniale. Et puis, voilà, c'est original, c'est frais. Je trouve qu'en termes de propositions, on a une... En fait, le marché tend vraiment à proposer des histoires middle seller, mais qui vont regrouper des communautés. Et ça me fait extrêmement plaisir, puisque comme She Wasn't a Guy, ça va apporter un frais, voilà, c'est trop bien. D'ailleurs, She Wasn't a Guy, l'animé vient d'être proposé et le tome, enfin d'être annoncé, et le tome 4 va être un tome collector. Mais la vie est belle, bordel, la vie est belle. D'ailleurs, en parlant de la vie est belle, l'une moi qui également a répondu à mon post Instagram nous disait qu'il était extrêmement content du retour de Hunter x Hunter et des retours de Bleach dans le Jump après 10 ans. D'ailleurs, en parlant de Bleach, bien évidemment, hein, Hunter, on peut que se réjouir en espérant que Togashi ne mette pas sa santé en danger, bien évidemment. Mais dans Bleach, pour parler de Bleach, pardon, bien, ça va être trop cool. Pourquoi ? Parce que Glénat a annoncé la version Deluxe. Et pour des gens qui, comme moi, ne l'ont pas attendu, ne l'ont pas lu, parce que, il me semble que c'est 40 tomes, j'avais pas... Alors que là, on aura une version grand format, avec des pages grand format, une encre magnifique. Et puis merde, c'était vraiment le manga du Big Three qui un peu a été oublié en France, en tout cas qui a moins connu de succès que Naruto et One Piece, alors que Tite Kubo,
putain, le gars, en termes de style, en termes de mode, enfin, non, trop fort. C'est pour ça que j'ai très très hâte de réellement découvrir le manga, même si je connais toute l'histoire. J'ai vraiment hâte de m'y plonger. Et pour patienter, j'ai eu la chance de découvrir un petit manga qui n'a pas la même prétention que Bleach, One Piece ou autre. Mais voilà, il me tenait de vous en parler. Pourquoi ? Parce que c'est un manga de Yugo Aosaki et les dessins sont de Toshimotsu Matsubara. Et Toshimotsu Matsubara, c'est un mangaka que vous avez déjà connu pour Rikudo, La Rage au Point, aux éditions Kazé, s'il me semble bien, oui c'est ça. Et surtout, enfin pas surtout, et à côté, Valalian The Black Iron. Valalian The Black Iron, dont je vous avais déjà parlé dans ce podcast, qui avait donc signé un manga où une sorte de samouraï était plongé dans un univers nordique, nordique, tout en se confrontant à des soldats romains, etc. C'était un peu what the fuck. C'était en 5 tomes, en 6 tomes, ça se voyait que bon, l'auteur avait dû dire adieu à son manga plus vite que prévu, mais l'auteur, enfin le dessinateur, a un coup de crayon incroyable. Et cette fois-ci, si il ne signe pas le scénario, eh bien au moins il signe le dessin donc de Gaslight Stray Dogs Detective. Et en fait, pourquoi je suis extrêmement content ? Parce que eh bien ce manga en fait nous plonge dans l'univers de Sherlock Holmes que ô combien j'aime. Et nous fait suivre les aventures d'un jeune enfant des rues qui va devenir un peu l'assistant, le faire-valoir d'un tout jeune Sherlock Holmes. Et clairement, on est... Voilà, je vous l'ai dit, le dessin est superbe. Pour le coup, moi qui ai une petite attention sur les décors, je trouve que le Londres des années 1800 est super bien réalisé. On est en plein âge victorien. Et non, mais voilà, si ça peut vous donner une idée, si vous avez lu Arsène Lupin, Détective Gentleman chez les éditions Kurokawa, en termes de style, en termes d'ambiance, on s'y retrouve. Pareil, de la même manière, on est là pour résoudre des enquêtes, des énigmes, et ça s'annonce super parce que en plus on a un auteur qui vraiment respecte la continuité des histoires de Edgar Allan Poe, quoi. Donc vraiment, on sent qu'il y a une recherche. Les personnages sont plus ou moins accurate, et ce qui est assez cool d'ailleurs parce que ça rajoute de la diversité. J'ai très hâte de voir l'arrivée de Watson, voire de Moriarty, même si je pense pas que ce soit pour tout de suite. Je sais absolument pas combien de tomes ça va durer cette histoire, mais ce qui est bien, c'est que vu que ça a peu d'ambition, pas dans un sens négatif, mais vu que les enjeux ne sont pas vous pouvez découvrir le tome 1 et ça vous fait une petite histoire sympa. Voilà, donc je peux que vous le conseiller, c'est chez Kiyun. Pour l'instant, il me semble qu'il n'y a qu'un seul tome. Mais le manga, qui n'a pas qu'un seul tome, mais 2 pour l'instant, c'est un manga mis en avant à nouveau par Sacha. Sacha que vous connaissez bien dans ce podcast. Il est venu pour l'épisode sur le handicap physique. À chaque fois qu'il faut parler de manga français, il est là. Et bien sûr, il va nous parler d'un manga français. À nouveau, cette fois, c'est Shin Zero. Shin Zero, le manga de Singelin et Mathieu Bablé. On suit une sorte d'équipe Sentai Power Rangers un peu sur le retour puisque la menace des aliens, ça fait bien longtemps qu'elle est plus là et du coup en fait les Sentai, les Power Rangers, en fait ce sont surtout des agents d'intérim et en fait on suit une équipe un peu désabusée où chacun a un passé assez sombre, voire un présent assez sombre. Le manga est un peu une sorte d'entrepont entre le comics et entre le manga.
voire la BD franco-belge, mais les auteurs sont de base des lecteurs de manga, ils ont grandi avec ça, donc on sent forcément l'inspiration. Et c'est génial parce que déjà en termes de visuel, vous avez vu comme j'aime le visuel. Euh, En termes de visuel, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait la couleur vient à chaque fois qu'un Power Rangers apparaît. Donc on va avoir des teintes de rouge, des teintes de bleu, des teintes de violet, de rose, pardon, de jaune et de vert, mais dans un monde toujours en noir et blanc. Et en fait, ça accentue le caractère lancinant, dépressif que peuvent avoir certains personnages. En fait, là où sont très forts Bablé et Singelin, c'est qu'il y a une double narration à la fois entre le texte et le dessin, ce qui est d'ailleurs forcément la force de la bande dessinée de base. Mais le, le texte, des fois, ne dévoile pas ce que l'image peut montrer et inversement. Je me souviendrai toujours d'un passage assez marquant où on suit une des Power Rangers qui vient tout juste de rentrer à la fac et qui, on va dire, décide de monétiser son corps sur des plateformes que vous connaissez certainement. Et en fait, l'image vient vraiment de nulle part, on s'y attend pas réellement et en fait, justement, ce caractère, très, ça arrive d'un coup, en fait, nous fait aussi ressentir le: «Waouh, putain, j'ai pas vu le truc venir, quoi». Et là, enfin, il y a vraiment ça se voit que les auteurs ont vraiment l'habitude de travailler ensemble. Vous les avez sûrement connus tous les deux pour Carbone et Silicium. Et voilà, non, vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, le- la propagande manga français de Sacha marche trop bien. Les mangas français, c'est trop bien. Et puis voilà. Donc non, je peux que te remercier, Sacha. Et surtout, je crois que on aura terminé avec la dernière recommandation du commandant, parce que autant terminer avec celui avec qui on a commencé par le début. Voilà, j'arrive plus à parler, c'est terrible. Euh, le commandant, à nouveau, nous propose un manga, cette fois-ci qui s'appelle Dans l'intimité de Marie, aux éditions Akata, en 9 tomes. Et ce qui est assez marrant, on va dire, enfin marrant, je sais pas, c'est que c'est un auteur qui m'avait énormément marqué sur l'année précédente. Cet auteur, c'est Shuzo Oshimi. Shuzo Oshimi, c'est celui qui nous a pondu Les Liens du Sang et dans l'intimité de Marie, que je n'ai pas lu malheureusement. Ça se voit que, ouh là là, ouais, il est. Oh, c'est quelqu'un qui a dû avoir une vie pas facile et qui doit pas être tout à fait au clair dans ses idées. Je vais vous lire le résumé, vous ferez sûrement une idée. Quand Isao Komori est allé à Tokyo pour suivre ses études à l'université, il s'imaginait déjà une nouvelle vie de rêve. Jeune adulte indépendant, avec tous ses potes de fac. Mais sans vraiment comprendre comment ni pourquoi, le voilà déjà seul. Désabusé, il finit par vivre cloîtré chez lui. Son seul petit plaisir est d'aller à la supérieure du quartier pour y admirer la magnifique lycéenne qui s'y rend tous les jours. Bon, là déjà c'est chelou. Mais un soir, alors que comme d'habitude il la suit jusqu'à chez elle, un curieux événement se produit. La lycéenne remarque sa présence et Isao se réveille alors un matin comme les autres dans la peau de la jeune fille. Il devra désormais se faire passer pour Marie, la fille la plus populaire du lycée. Un nouvel enfer quotidien commence pour le jeune homme tandis qu'une question subsiste. Puisqu'il est entré dans le cœur de Marie, où est passé l'esprit de la jeune fille? Voilà. Donc, Shuzo Oshimi, c'est quelqu'un qui a vécu des choses assez dures qu'on a vues dans Les Liens du Sang. À chaque fois, bah, ces histoires sont assez lourdes. Récemment, on a pu le connaître chez Pika avec Welcome Back Alice, mais il y avait également le manga Happiness ou Les Fleurs du Mal, que vous connaissez peut-être. Euh, c'est quelqu'un qui raconte des histoires assez sombres, assez dures psychologiquement. Et effectivement, dans l'intimité de Marie, s'inscrit pleinement dans cette lignée. C'est pas son premier ni son dernier, mais on est clairement dans une bibliographie qui malgré la lourdeur de ses récits, eh bien, donne envie en tout cas.
Voilà, donc merci à nouveau, commandant, pour tes recommandations. Et eh bien, je crois qu'on a fait le tour surtout. Voilà. J'aurais pu vous parler de Vagabond, j'aurais pu vous parler de Billy Bat, mais ce sont des mangas qui reviennent assez souvent pour que je n'ai pas besoin d'en parler. Néanmoins, je tiens quand même à vous rediriger vers Billy Bat parce que vu le contexte actuel, c'est un manga qui mérite d'être lu, notamment puisque dans les années 2010, c'était enfin, Naoki Urasawa, ce GOAT, était l'un des rares à parler de ce qui se passe, les politiques d'extermination des peuples que l'on connaît aujourd'hui dans différents pays. Voilà, donc c'est si vous voulez avoir un manga avec un discours politique et prendre conscience de la réalité de bon nombre de choses, je ne peux que vous inviter à lire ce manga, boudé par certains, mais qui selon moi fait partie de l'un de ses meilleurs. Voilà, c'est du très grand. Et puis voilà. C'était donc la fin de toutes ces recommandations. C'était la fin de cet épisode un peu chill. J'espère qu'il vous a plu. Quid de la suite? Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux que vous inviter à m'envoyer un message si vous le souhaitez, si vous voulez que nous nous croisions à Japan Expo pour échanger. Ça me ferait extrêmement plaisir. Aussi, j'ai pour volonté, après on va voir ce que ça a donné, parce que de base ça devait sortir en juin, d'adapter mon mémoire qui portait sur la situation du marché du manga en 2026 et l'interrogation de est-ce qu'il y a réellement une crise dans ce marché. Donc, j'ai envie de l'adapter en épisode. Donc, je pense que l'année prochaine, vous aurez une salle de 3-4 épisodes qui adapteront chacun une partie de mon mémoire, puisque différents invités, différents enquêtés ont accepté d'utiliser, enfin, que j'exploite leur passage. Merci à eux, bien évidemment. D'ici là, si le sujet vous intéresse d'ailleurs, je ne peux à nouveau que vous inviter à aller écouter les épisodes de la 5DC, notamment qui ont fait chaque année des épisodes récapitulatifs du marché du manga, mais aussi sur le marché de l'occasion en France, etc. De la même manière, pour ceux qui ont découvert la chaîne tout au début d'Anthropods, à la base, il y avait Juliette qui a lancé désormais son podcast Manga Insight et qui justement a fait un épisode sur le marché du manga. Et donc voilà, ça vous permettra aussi d'avoir, si le sujet vous intéresse, un point de vue sur celui-ci, d'autant plus que les invités étaient passionnants. Donc voilà, pour patienter avant, on va dire, ma version, on va dire, je vous invite à écouter ces excellents épisodes. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai très hâte de la saison 3. Je suis déjà en train de réfléchir à des épisodes, à des thèmes, des trucs. Ça va être très sympa. J'espère que ça se fera. Je suis extrêmement content de cette saison, malgré mon absence sur ces 2 derniers mois. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, je me répète, mais à nouveau, merci beaucoup pour tous les invités qui ont accepté de parler à ce micro. Pourquoi? Parce que ça a été l'occasion de faire des rencontres merveilleuses et surtout d'avoir des témoignages de personnes passionnées et passionnantes. Je pense que ça s'est entendu lors des épisodes, mais depuis le début de ce podcast, en réalité, toutes les personnes qui sont passées ici ont été incroyables et j'espère que ça vous a plu. Merci à vous, à nouveau, qui écoutez cet épisode, enfin, cette émission. Voilà, donc je ne peux que vous remercier. On se retrouve bien évidemment sur TikTok et sur Instagram à nouveau, pods. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que c'est tout. N'hésitez pas à laisser une petite étoile, une petite note, un petit commentaire sur vos applications d'écoute préférées.
je prends tout retour. Puis c'est toujours cool quoi d'avoir des retours. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite d'excellentes vacances. On se retrouve dans le mois de juillet pour l'épisode Japan Expo. Et on se retrouvera fin septembre pour la reprise avec, putain, déjà la saison 3, quoi. La saison 3. Bref. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Et puis à très bientôt. Et n'oubliez pas, le manga est né livre et partout, il est dans les cases. C'était Entrepods, le podcast, qui va partir les petits doigts en éventail avec une noix de coco dans la main. Gros bisous tout le monde. L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods. Thank you.